Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La question écologique. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Bernard Formoso, L'identité reconsidérée. Des mécanismes de base de l'identité à ses formes d'expression les plus actuelles, 2011. Isabelle Loyodis, Philippe Plat, Nouria Rajadell Puigros, Souladir.de, Université et formation tout au long de la vie, un partenariat européen de mobilité sur les thèmes de l'éducation des adultes, 2011. Maxime Kijou, Flavienne Lana, Raoul Mata, Julien Rebottier et Gildas de SECHELLES, Souladir de Culture et inégalité. Enquête sur les dimensions culturelles des rapports sociaux, 2011. Nathalie Guimard et Juliette PETITGATS, Le contrat jeune majeur. Un temps négocié, 2011. Christiana CONSTANTOPOULOU, Souladir de Récits et fiction dans la société contemporaine, 2011. Raphaël Vancon, Enseigner la musique, un défi, 2011. Fred Dervin, Les identités des couples interculturels. En finir vraiment avec la culture, 2011. Christian Guinchard, Logique du dénuement. Réflexion sociologique sur la pauvreté et le temps, 2011. Jérôme Dubois, Souladir de Les usages sociaux du théâtre en dehors du théâtre, 2011. Isabelle PAPIEAU, La culture excentrique, de Michael Jackson à Tim Burton, 2011. Aziz JELLAB, Les étudiants en quête d'université. Une expérience scolaire sous tension, 2011. Odile Merclin, Femme de l'immigration dans le travail précaire, 2011. Philippe Zarifian. La question écologique. L'Harmattan. Du même auteur. Aux éditions L'Harmattan. Le travail et l'événement. Temps et modernité. La société post-économique, esquisse d'une société alternative. Quel modèle d'organisation pour l'industrie européenne? La nouvelle productivité. L'individu face au mouvement du monde. Éloge de la civilité. Critique du citoyen moderne. L'autonomie dans les organisations. Quoi de neuf? Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 56 602-6. EAN 9 782 296 566 026. Chapitre 1 La question écologique. 1. Analyse. 1.1. Définition de la question écologique. La question écologique n'est pas récente. Elle existe depuis que l'homme, au sens générique du terme, est apparu sur Terre. Il n'existe pas de vie sociale et individuelle humaine sans insertion dans un milieu naturel. Le mot écologie possède une définition qu'il est bon de rappeler. Il vient du grec, oikos qui veut dire maison et logo qui signifie approximativement discours de la connaissance. Le petit Robert en donne la définition suivante: étude des milieux où vivent les êtres vivants ainsi que des rapports de ces êtres entre eux et avec le milieu. Nous proposons de dire: l'écologie parle de la façon dont les humains habitent la nature et développent un savoir à ce sujet. C'est quand l'écologie devient politique qu'elle devient active, qu'elle intervient de manière consciente et volontaire sur cette manière d'habiter notre planète. En prenant l'écologie comme question qui se pose en permanence aux hommes,
de manière historique et concrète, nous dirons qu'elle relève du rapport entre les hommes et la nature, en précisant aussitôt que l'homme n'est pas seulement un être social. Il est lui-même un être de nature de par son corps, sur le plan à la fois biologique et psychique. Dès lors, le rapport entre homme et nature est aussi un rapport des hommes à eux-mêmes, à la façon dont ils pensent et pratiquent la question du corps, avec la nécessité de sa survie, de sa vie et plus largement du renforcement ou de l'affaiblissement de ses dispositions physiques et psychiques. Néanmoins, nous savons qu'il n'existe pas de rapport entre homme et nature, sans rapports sociaux, donc internes à la société humaine, noués à ce propos. L'un des plus anciens est le rapport social entre hommes et femmes, qui ont toujours entretenu une relation à la nature différenciée, dont la division du travail entre les deux sexes porte explicitement la marque, et ceci jusque dans les sociétés les plus reculées dont nous ayons connaissance. Poser la question écologique dans ces termes induit, dans les débats politiques actuels, à une double rupture. Rupture avec tous ceux qui pensent et affirment que la question écologique est une question récente, simplement apparue avec le capitalisme et qui ne voit cette question qu'en termes négatifs, de risque, de détérioration, de catastrophe, posant d'entrée de jeu la question écologique sur des bases tronquées. Rupture avec toute la tradition du mouvement socialiste, qui a traité du rapport entre homme et nature derrière le concept de force productive, homme et nature étant réduits à leur simple capacité productive, et les relations entre les deux termes pensés en fonction de la maîtrise instrumentale des ressources offertes par la nature et transformées par l'homme pour développer à l'infini cette capacité productive. Ce que dans la tradition marxiste on appelle force productive, doit être considéré à partir d'un rapport qui est précisément le rapport homme-nature que nous appelons le rapport écologique. Et c'est au sein de ce rapport, selon la façon dont il est conçu et pratiqué dans une société déterminée, que les forces productives sont activées et développées, et donc orientées. Donner la priorité au concept de rapport écologique, et y resituer, à titre second, le concept de force productive représente une véritable révolution intellectuelle pour le mouvement d'inspiration socialiste, révolution qui n'est pour l'instant qu'amorcée. 1.2. Question écologique et civilisation occidentale. Chaque culture, chaque civilisation a pris dans sa trajectoire historique la question écologique d'une manière qui lui est propre, même si nous sommes à un moment clé de l'histoire humaine où les civilisations se rejoignent et s'interpellent pour entretenir un rapport global entre humanité concrète et nature terrestre. Moment inédit, au sein duquel il est de notre responsabilité de reconsidérer les fondements et la trajectoire propre de la civilisation occidentale, dont l'influence sur la société mondiale n'est plus à démontrer. Il est très juste de dire que la question écologique doit être vue comme une question de civilisation. Traiter d'un tel sujet est bien entendu une entreprise énorme. Nous sommes obligés d'aller à l'essentiel, quitte à caricaturer et simplifier ce fondement en termes de civilisation. Nous marquerons la double influence qu'ont eu la Grèce antique et le foyer judéo-chrétien, qui s'est étendu plus tardivement à l'islam dans son foyer arabe. À partir de Platon et d'Aristote, la Grèce antique a institué une coupure nette entre ce qui relève de la cité humaine, de la société, lieu par excellence de développement de l'éthique et du politique, donc de la liberté, et ce qui relève des grands mécanismes de la nature, dont les mécanismes célestes portent témoignage et dont le mouvement est strictement déterminé, hors de portée de l'action humaine. Dès lors, par exemple, l'organisation de la vie politique et les préoccupations éthiques, relatives à ce qu'Aristote appelle la vie bonne, ne concernent que les rapports internes à la société humaine, en l'occurrence, à la cité. Les rapports entre homme et nature échappent complètement à ces préoccupations. Nous avons hérité de cette coupure. Elle reste toujours présente dans nos manières ordinaires de penser. Une large partie de notre héritage culturel reste centrée sur l'homme et la société humaine, considérés dans leur isolement d'avec les mutations de la nature. C'est vrai dans tous les domaines de la culture. Dans la philosophie, dans l'art, dans le langage, dans les mœurs, et de manière plus récente, dans les sciences dites à juste titre humaines et sociales, sciences au sein desquelles les phénomènes naturels n'occupent aucune place. L'héritage est plus complexe au sein des sciences dites exactes, mais on doit remarquer que même les avancées remarquables, opérées par Galilée et Newton, qui ont eu le sacrilège d'enlever à la Terre son statut de centre de l'univers,
reste encore marquée par la vision d'Aristote, celle des grandes lois du mouvement mécanique céleste. La vision mécaniciste a dominé jusqu'à une date récente le domaine de ces sciences. La coupure entre société humaine et nature a perduré. Oui. La religion en Occident, en l'occurrence les trois religions du livre, judaïsme, christianisme et plus tardivement islam, a joué pendant un grand nombre de siècles un rôle tout à fait considérable dans le domaine idéologique et la régulation des comportements humains. Ces trois religions se réfèrent au même livre, celui que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et en particulier le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, appelés dans le judaïsme la Torah, c'est-à-dire la loi. Or dès le départ, dès la Genèse par laquelle débute la Bible, le dispositif entre Dieu, l'homme et la nature terrestre est posé. Dieu y apparaît comme une entité transcendante, située au-dessus du monde et des lois naturelles, dotée du pouvoir de création et destruction. Il crée le ciel et la terre, ainsi que l'ensemble de la nature terrestre. Et enfin arrive le moment décisif, il crée l'homme puis la femme à son image. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit : Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui font des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. On ne saurait être plus clair. Tout est dit. Dieu crée la terre et uniquement elle. Elle n'est pas simplement le centre de l'univers. Elle est l'univers entier, résultat de la création. Un lien très privilégié unit l'homme à Dieu, puisqu'il est créé à son image. Tout le reste de la nature a été créé pour l'homme. Il doit la soumettre et dominer tous les êtres vivants. La nature est disqualifiée. Les divinités qui représentaient les différents éléments de la nature disparaissent face à l'affirmation du monothéisme. L'homme est placé au centre de la nature et doit la soumettre et la dominer pour vivre et réaliser le dessein de Dieu. Cette seconde influence est différente de la pensée grecque, qui, on l'a vu, avait introduit une coupure entre la vie sociale humaine et le mouvement de la nature. Sans annuler en aucune façon l'apport grec, les trois religions intègrent un élément nouveau. La nature y est pleinement présente et le rapport homme-nature explicitement évoqué. Mais la nature n'est plus seulement un grand mécanisme doté de lois, qui existe hors de portée de notre action. La nature immédiate, celle qui nous environne, est accessible, nous pouvons agir sur elle. Mais dans un rapport de domination et d'instrumentation. 1.3. Le rôle essentiel de la paysannerie. On peut dès lors se demander pourquoi, malgré ces éléments idéologiques et culturels particulièrement défavorables, cette longue période qui a précédé l'instauration de la société moderne n'a engendré aucune dégradation écologique notable. Il y a certes eu des épidémies et des grandes famines, mais pas de catastrophe écologique. Les études actuelles, si on se limite au climat, montrent une très grande stabilité du climat mondial depuis 5000 ans jusqu'aux changements récents, qui ont débuté au XIXe siècle et qui marquent une rupture d'autant plus nette. Là où les historiens peuvent pointer, pendant le Moyen Âge, la dureté de tel ou tel hiver, donc d'importantes variations locales, les climatologues sont catégoriques. Il a rarement existé une aussi longue stabilité au plan mondial. L'explication principale est simple à énoncer. Outre les caractéristiques naturelles internes qui commandent l'évolution du climat, cette stabilité réside dans le rôle essentiel de la paysannerie, partie de la population de loin la plus nombreuse et qui prenait en charge la production agricole, sans incidence écologique négative majeure et sans bien entendu les effets de l'industrialisation. Or, même au sein des rapports de servage, la paysannerie a pratiqué et développé sa propre conception du rapport à la nature, au sein d'une authentique culture populaire. Elle l'a fait de manière précise et diversifiée, adaptée aux caractéristiques et à la culture propre des différents pays, des différents territoires, d'où le mot paysannerie qui bien entendu en est issu. Au sein de cette culture, prise dans sa diversité, chaque milieu social paysan a développé un savoir endogène, transmis et amélioré par la voie de la tradition, fin et subtil connaisseur des sols, du climat, du comportement des plantes et des animaux. Bref, respectueux de la nature. La grande culture occidentale et ses institutions ont enrobé la paysannerie, mais on peut pénétrer en son sein,
sachant qu'à la fois la paysannerie était illettrée, mais ce qui ne veut pas dire sans culture propre, et que les groupes humains ruraux étaient beaucoup plus isolés et fermés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Quand on pense paysannerie, on pense vie rude et travail pénible. Mais on oublie la culture paysanne et un certain art de vivre qui lui est propre. Nous en avons hérité en France, un aspect non négligeable du plaisir de vivre. La grande diversité des traditions culinaires et des langages. Il faut fortement insister sur ce point. La question écologique ne doit pas être mécaniquement associée à des dégradations et catastrophes. Elle peut tout autant être le lieu de développement tout à fait positif à de nombreux points de vue. Actuellement, nous devons autant redécouvrir ces éléments positifs qu'en inventer de nouveaux. Dans le cas de la France, les structures, milieux sociaux et spécificités du monde rural, organisées autour de la paysannerie, ont résisté à la montée de l'industrialisme sur une longue période. Il faudra attendre le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et le grand boom de l'industrie taylorienne pour que le barrage cède, et que s'enclenche à la fois un fort mouvement d'exode rural et une industrialisation rapide de l'agriculture. Et ceci, beaucoup plus tardivement qu'au sein des pays de culture anglo-saxonne ou qu'en Union soviétique. 1.4. Le cas des colonies, un premier grand mouvement de dégradation. Avant que ne naisse et ne se développe le capitalisme industriel, on ne saurait passer sous silence ce que les grandes découvertes, celles des Amériques, vont apporter. Ceux qui menaient et commandaient ces grandes découvertes étaient à l'inverse de la paysannerie, très fortement imprégnés de tous les préjugés et intérêts de la civilisation occidentale urbaine, avec une influence directe et forte de l'Église. Cela se mène au cours des XVe et XVIe siècles, bien avant la naissance du capitalisme industriel. Et bien entendu, ce mouvement sera complété par la traite des Noirs et le développement de l'esclavage dans les Amériques. Or, sur le plan écologique, ces grandes découvertes ont été une véritable catastrophe. Les populations indigènes ont été massacrées, et où leur structure sociale et leur culture largement détruites. Les connaissances endogènes des caractéristiques propres à cette nature ont été catégoriquement niées. L'agriculture et la pêche, développées de longue date par les populations indigènes mis à part dans des lieux reculés, étaient soumises à l'abandon, et un premier mouvement de destruction des écosystèmes locaux a eu lieu, en même temps qu'a commencé la déforestation. Et c'est bel et bien dans ces zones des Amériques que le modèle des grandes propriétés et plantations agricoles a été conçu et développé, modèle qui perdure malheureusement encore de nos jours, de manière forte et qui a été développé depuis sur tous les continents. La traite des Noirs va inaugurer une seconde catastrophe, mais cette fois-ci en Afrique. L'arrêt brutal des empires et civilisations africains à l'aube même de leur essor. C'est un phénomène peu connu. L'essor de la civilisation africaine a été brisé au moment même où se réalisait une unité linguistique avec passage de l'oral à l'écrit, et un début d'unité politique avec, comme ailleurs, en Occident et en Asie, la réalisation d'empires. Esclavage, destruction et soumission des populations indigènes, mise en place de la grande agriculture d'exportation, pillage des matières premières, voici des phénomènes de grande ampleur qui sont au croisement entre les aspects politiques, sociaux et écologiques. Et toujours d'actualité. Mais il faut voir aussi ce qui a été détruit et, si possible, en consigner la mémoire. Par exemple, en Amazonie, les tribus indiennes ont développé une vision très riche et originale de la forêt et des animaux. Toutes les espèces vivantes sont considérées comme ayant une culture, la culture du jaguar par exemple, et ayant un point de vue original sur le monde. Les jaguars voient les humains comme une viande appétissante, les tapirs voient les mares d'eau sale, comme un bain délicieux. Les humains ne sont qu'une espèce parmi d'autres, qui doit respecter les points de vue des autres espèces, au sein de la prise en compte solidaire et concurrentielle du même milieu, la forêt 2. Quand on parle d'écologie, veillons à ne pas tomber dans l'européocentrisme. Apprenons des autres cultures. 1.5. L'industrialisme capitaliste et ses conséquences. La naissance, à la fin du XVIIIe siècle, et surtout pendant le XIXe siècle, donc de manière historiquement récente, de l'industrialisme capitaliste, marque incontestablement une nouvelle rupture. Nous disons industrialisme capitaliste, plutôt que capitalisme industriel, parce que les principes de production, d'échange et de consommation, sont régis, non pas parce qu'ils produiraient des biens industriels,
mais parce qu'ils engendreraient, selon des méthodes industrielles, une production de masse, réglée sur la croissance du profit et du capital, qu'il s'agisse de biens industriels, de biens agricoles ou de services. L'industrialisme capitaliste introduit deux ruptures qui sont fortes, mais en même temps ne peuvent être complètes. La première rupture concerne le concept même de capital. L'apport de Marx est ici essentiel. Un capital, ce n'est ni une somme d'argent, ni une disposition purement subjective, du type « vouloir faire du profit ». C'est un rapport social entre capital et travail salarié. Et qui s'exprime de manière à la fois systémique et cyclique dans la production de plus-value, pour valoriser le capital et dans son accumulation. L'apport essentiel de Marx est de remarquer que le capitaliste, même s'il profite à titre personnel dans son train de vie, des retombées de ce processus, reste avant tout un fonctionnaire du capital. Ce point est essentiel pour bien comprendre la question écologique. L'élargissement de l'échelle de production, l'accumulation incessante et sans cesse relancée du capital et avec elle, de l'asservissement de la nature, associé à l'exploitation de la force de travail, ne sont pas dus à un excès subjectif de recherche de gains par une personne individuelle, mais ce qui est beaucoup plus grave, à un effet de système. Il est dans la nature du capital de chercher à se valoriser, à rapporter une plus-value et à s'accumuler, à une échelle sans cesse croissante. Plus de capital, plus de production, plus de consommation, plus de profit. L'industrialisme et le productivisme expriment l'essence même du processus d'accumulation et de valorisation du capital. D'où d'ailleurs le caractère totalement vain des tentatives de moralisation du capitalisme. En tant que système, le capitalisme est une machine totalement amorale et aéthique. B. La seconde rupture consiste à faire passer le concret derrière l'abstrait. La réalité tout entière va progressivement devenir, jusqu'à l'échelle mondiale, une gigantesque abstraction, symbolisée par des chiffres alignés sur les écrans d'ordinateurs des salles de marché, celles des marchés financiers. Et de fait, la planète entière devient économiquement gouvernée par ces chiffres. Ce basculement dans l'abstraction s'opère au cœur même de l'exploitation capitaliste. La domination du travail abstrait, du quantum de travail sur le travail concret. Sans revenir sur toute la théorie de l'exploitation, il suffit de dire, en restant centré sur la question écologique, que tout le savoir concret, précis, professionnel, attentif, consacré à produire des valeurs d'usage de qualité, dans tel ou tel domaine professionnel, devient soumis à un vaste processus d'homogénéisation, de standardisation, de soumission à l'économie de débit, de perte de la référence à la valeur d'usage au profit de la quantité d'argent que la vente du produit peut permettre de réaliser. La quantité tue la singularité et la qualité des produits, la valeur d'échange tue la référence aux usages réels, le règne de la consommation tue l'expression citoyenne des choix de mode de vie. La montée en abstraction se déploie, depuis le cœur du système capitaliste jusqu'aux sommes fabuleuses qui s'échangent, selon des principes spéculatifs, sur les marchés financiers entièrement mondialisés. Cette double rupture induit elle-même deux conséquences majeures. La rupture du lien concret avec la nature est consommée. Dans l'économie capitaliste, les processus naturels n'ont plus aucune place, n'ont plus d'existence. En amont, ils deviennent simplement des quantités d'énergie et de ressources consommées, associés à un prix négocié sur des marchés largement spéculatifs. En aval, ils deviennent les supports d'une consommation qui, par définition même, est destructrice, puisqu'il s'agit pour elle de relancer la machine à produire du capital et du profit. L'existence même de la nature n'a plus lieu d'être. Cette négation, déjà présente dès le début dans la civilisation occidentale, est poussée à son paroxysme. Il n'existe pas de nature, mais uniquement de futures matières et instruments nécessaires à la production et de futures citadelles de la consommation. On en a une multitude d'exemples. La forêt n'existe plus, uniquement des quantités du même arbre. La terre n'existe plus, uniquement des hectares à exploiter. La circulation des électrons n'existe plus, uniquement des quantités de kWh. Et si incontestablement, par exemple, Internet et le web constituent un grand progrès en termes de communication, on oublie de nous dire que le réseau de transmission de données, de voix, d'images et les ordinateurs interconnectés qui en sont le support matériel, et donc naturel, consomment des quantités croissantes d'énergie. Google est en passe de devenir le premier consommateur d'électricité au monde.
Un data center peut consommer l'équivalent de l'électricité d'une ville de taille moyenne. Tout devient abstrait et irréel. Les connaissances et visions concrètes, soit se perdent, soit deviennent hyperspécialisées, accessibles uniquement à des experts de haut niveau. L'idée selon laquelle Internet serait un univers écologiquement neutre ou positif est totalement fausse, mais largement répandue. Un monde sans nature. Voici le fond du tableau du capitalisme actuel. Et des travailleurs sans savoir concret, sans profession. Et des consommateurs sans conscience. La perte du lien avec la nature est aussi la perte du sens de la vie. Néanmoins, il faut garder une vision dialectique et complète de la situation. Depuis 2 siècles qu'il domine l'économie mondiale, le capitalisme n'a jamais pu aller jusqu'au bout de ses exploitations et de ses négations. Les luttes et résistances n'ont jamais cessé. Et des nécessités s'imposent au capitalisme lui-même. Le travail concret professionnel refait surface en permanence, les valeurs d'usage ne peuvent pas être éliminées. Derrière la consommation destructrice gît la question omniprésente du service, les processus naturels dans la sphère de la production ont des caractéristiques qui doivent bel et bien être respectées sauf, comme c'est souvent le cas, à frôler la catastrophe. Bref, le rapport de l'homme à la nature fait retour en permanence, mais il est vrai qu'il commence à le faire dans des conditions qui deviennent graves pour la survie de l'humanité. 1.6. La vie humaine est équivalente en danger. L'enjeu actuel a été clairement énoncé par Hans Jonas dès 1979, dans son livre majeur sur le principe responsabilité 3. Ce qui est en cause, selon lui, c'est l'existence même des générations futures. C'est la perpétuation de la vie humaine et équivalente sur Terre. Le terme est équivalente désigne toutes les formes de vie animale et végétale dont la vie sur Terre dépend de conditions équivalentes à la nôtre. Si l'on veut rester rigoureux, il faut exclure de ce risque ce qu'a été la première forme de vie sur notre planète, la vie bactérienne, dont toutes les autres formes de vie descendent. Elle est apparue il y a 3,8 milliards d'années environ, très longtemps avant l'apparition des vies animales et végétales, 1,2 milliard d'années, et très longtemps avant celle de l'homme. Les préhumains datent d'environ 6 à 7 millions d'années. La plupart des formes de bactéries ont une large marge pour pouvoir survivre, considérablement après que les vies animales et végétales auront disparu. Compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui de l'effet de serre et de ses conséquences, de l'exposition au rayonnement solaire en ultraviolet, de la rareté croissante de l'eau potable, du risque tangible de l'émission de fortes quantités de méthane dans l'air, du développement de particules cancérigènes dans l'air pollué, de la réduction de la biodiversité et de ses effets sur les chaînes des écosystèmes, etc., les processus conduisant à la disparition de la vie humaine et équivalente sont déjà à l'œuvre. Et cette vie commence déjà à disparaître. Réduction donc de la biodiversité, accroissement de la sécheresse dans les zones arides, empoisonnement des eaux potables, sans compter bien sûr l'ensemble des effets potentiels liés au nucléaire et les morts qu'il a déjà causés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.